Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Petit Pilier. Toute l'actualité du ballon ovale, c'est maintenant pendant 20 minutes et ce soir avec nos deux spécialistes que je suis ravi d'accueillir. Jérôme Prévost, journaliste médio olympique. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. À vos côtés, Raphaël Péry, journaliste à l'agence France-Presse à Bordeaux, également spécialiste de rugby entre autres. Bonsoir Raphaël, merci. Bonsoir Nicolas. D'être avec nous ce soir, vous allez bien, tout va bien? Formidable. Vous avez vu de belles choses ce week-end? Beaucoup de rugby. Ouais, bah justement, on va en parler. Voici les thèmes de ce lundi 23 novembre dont vous allez débattre. Messieurs, et tout d'abord, Écosse-France et la victoire des Bleus en terre écossaise, c'est la première depuis 6 ans. Séance de rattrapage en top 14 avec les matchs à retard du week-end. Bayonne, entre autres, est au rendez-vous, on va le voir. L'ambiance est-elle en train de se dégrader sur les terrains, mais surtout autour des terrains du top 14? Le patron de l'arbitrage français, Jérôme Garcès, le Béarnais, tire la sonnette d'alarme. Et nous terminerons par la Pro D2 et dans le choc des extrêmes. Petite victoire de Biarritz face au Soyou Angoulême d'un certain Vincent Etcheto. Messieurs, commençons par l'équipe de France. Vainqueur donc ce dimanche en Écosse. Contrat rempli d'abord? Oui, contrat On parle rempli. juste de résultat. Ça vous va, Jérôme? Vous aimez bien? Contrat rempli. Contrat rempli. Formidable. Vous pouvez développer. Hein, si vous Oui, voulez. bah, c'était un Bon, très hein. beau match, un match que j'ai beaucoup aimé. Les Français ont mérité cette victoire. Ils ont subi, je crois, 0 occasion d'essai écossaise. Un essai de Vakatawa qui est magnifique, première main. Remise intérieure de Ficou, Ratez qui perce, Vakatawa au soutien extérieur. C'était une fulgurance magnifique. Donc je trouve que les Français peuvent être très fiers de leur prestation. Raphaël Péry, 6e victoire en 7 matchs, sauf erreur de ma part, de l'ère à Fabien Galtier. C'est ce qu'il est en train d'inculquer à cette équipe de France, une culture de la victoire, de la gagne. Ouais, j'ai l'impression que ça marche, parce que si on se remémore, la seule défaite qu'ils avaient eue, c'était également en Écosse, où ils avaient joué pendant 45 minutes à 14 avec l'expulsion d'Awas. Là, ils ont pris une petite revanche hier, dans un match un peu plus fermé que les deux précédents matchs de cet automne contre le Pays de Galles et l'Irlande. Il y avait moins de brèches, Ouais, moins de jeux. Ouais. moins de jeux, mais c'était un jeu de dépossession, j'ai bien aimé ce terme, où finalement il ne fallait pas garder le ballon, et c'est l'équipe qui gardait le moins le ballon peut-être qui l'emportait. Alors, est-ce qu'il jouait gros à l'ouverture? On ne sait pas, vous allez me le dire. En tout cas, qu'avez-vous pensé de Mathieu Jalibert et de sa performance hier à l'absence de Romain Tamac? Je m'étonne que ce ne soit que la deuxième question. Sa troisième? Ouais. Non, allez, dites-moi, qu'en Je pensez-vous? l'ai trouvé bon. Il n'a pas été l'auteur de fulgurance comme il fait au niveau top 14. Je qualifierais son match de sobre. Vous avez vu qu'il avait marqué en drop une phase de jeu qui a tendance à disparaître. Ouais, Je trouve qu'il a fait preuve d'une vraie personnalité. Après, je l'ai vu correct. On pourra regretter son incompréhension avec M. Barnes lorsqu'il a tapé dans l'embut adverse. Il n'avait pas bien compris que l'avantage était consommé. Beaucoup de gens ont oublié qu'il a réussi un plaquage sur Kinghorn C'est normal, assez à ce important. Attention, Kinghorn qui avait laissé son Bristol à Ficou et Vakatawa, et Mathieu Jalibert est allé le récupérer. Ouais, il a cassé Voilà. l'action écossaise. Absolument. Sobre, est-ce qu'on peut dire pas mal, mais peut mieux faire pour Mathieu Jalibert? Malheureusement, on va le juger par rapport à Ntamak. C'est ça. Et il n'y a pas la connexion avec Dupont comme qu'il peut y avoir avec Ntamak. Et j'ai trouvé aussi qu'il était utilisé partiellement par Dupont, parce que souvent Ramos a aussi joué ouvreur. Ils ont joué avec 2 ouvreurs à certains moments. Et Ramos était peut-être plus privilégié par rapport à la connexion qu'il y a avec Toulouse. France-Italie, prochain match des Bleus, c'est samedi au Stade de France avec du changement. Hein. Dans ce groupe France, peut-être Baptiste Serin, ou probablement Baptiste Serin, le Landais, capitaine de Oui, cette équipe. alors, pour nos téléspectateurs, c'est du changement forcé par les règlements, à la limite de l'ubuesque, entre la Ligue et la Fédération. Je pense que Baptiste Serin mérite absolument de conduire cette équipe de France, vu tout ce qu'il a fait déjà dans sa jeune carrière. Qu'est-ce qu'on attend de cette équipe de France contre l'Italie, à part Baptiste Serin à la mêlée? Qu'est-ce qu'on attend, Raphaël? Ça serait une équipe New Look, donc on attend qu'elle confirme, même si ce n'est pas les mêmes hommes, en espérant avoir une finale peut-être contre les Anglais dans 15 jours. Contre l'Italie, c'est le parent pauvre du tournoi Destination, mais bon, on ne sait jamais, une équipe, On n'a rien contre les Italiens. une équipe New Look, Hein. une équipe New Look, on ne sait jamais trop comment elle va trouver les automatismes, avec des joueurs, beaucoup de joueurs qui n'ont pas de sélection encore. Et Bernard Laporte qui félicitait bien évidemment ces joueurs de l'équipe de France ce week-end. On verra si les réservistes, alors on n'aime pas beaucoup le mot de réserviste, en tout cas si les autres joueurs de l'équipe de France feront aussi bien. C'est samedi face à l'Italie. Le deuxième thème de ce soir, messieurs, consacré au top 14, parce qu'il y a eu des matchs en retard ce week-end. Et il va y avoir aussi une journée encore, le week-end prochain, pendant France-Italie. Revenons d'abord sur cette session de rattrapage de ce week-end, donc, et avec l'Aviron Bayonnais, vainqueur de son bras de fer, soit on peut l'appeler comme ça, 35-29 face à Toulon, et avec Bayonne qui, à 13 contre 15 pendant 8 minutes à la fin, Oui, alors, gagne le match. Oui, avec une expulsion sur un geste Après avoir largement mené. Bon, moi, je préfère parler tout de suite de Gaëtan Germain. Votre héros, un peu quand même. Ouais, j'aime bien ce joueur. Alors, il n'est pas, je ne pense pas qu'il ait le niveau international.
qui me pardonne. Quoi qu'en pense François Hollande, François Hollande avait essayé d'influencer à la mi-temps d'un test international pour qu'il soit sélectionné, mais je trouve que c'est un joueur que j'adore voir jouer en championnat, car il amène beaucoup à son équipe. Il a été impérial. Impérial, c'est le mot. Ça peut être un joueur d'une tournée d'été dans l'hémisphère sud. Souvent, ils appellent des joueurs comme ça, qui ne sont pas qualifiés pour les phases finales, et ils peuvent des fois donner une cape pour en récompense d'une carrière. Moi, j'aimerais qu'on revienne quand même sur la performance de l'Aviron Bayonnais, au-delà de celle de Germain. 18 points d'avance sur le dernier Agen, maintien direct quasiment acquis pour l'Aviron. Ah oui, écoutez, Agen, je pense malheureusement... Bayonne. Oui, mais Agen... Je sais, mais Bayonne. Je pense... Alors, pour répondre à votre question, Merci. Bayonne a 19 chances sur 20 de se retrouver en top 14 la saison prochaine, en effet, et ce sera mérité par aussi le côté scientifique et très professionnel du travail de son manager, Yannick Bru. De l'excellent travail. La chance sur 20, c'est être barragiste et perdre contre le deuxième de Pro D2. C'est ce qu'il voulait dire peut-être Jérôme. En tout cas, l'Aviron Bayonnais, bien lancé et qui a réussi la passe de 2 à domicile face à Montpellier et Toulon. 2 matchs attendus et 2 victoires pour Bayonne. Tout va bien pour Bayonne. Tout va bien, alors tout va un peu mieux pour La Rochelle. On va dire tout va mieux pour La Rochelle qui avait pris une petite année au Stade Français le week-end d'avant et qui a battu le Racing, un formidable match de rugby, 9-6, c'est pour les puristes, je sais que vous allez aimer Jérôme, donc la question est pour vous. C'était une grosse purge ce match, hier soir, disaient même les Rochelais sur Twitter, mais l'essentiel est fait pour La Rochelle. Je ne comprends pas. Je sais que vous ne comprenez pas, c'est pour ça que je vous pose la question à vous d'abord. Je ne comprends pas tous ces commentaires, non, c'est un grand match de rugby, tout à fait engagé, âpre, austère. Il n'y avait pas la pluie. Une beauté austère comme nous aimons. Et une grosse troisième ligne rochelaise. Non, cette équipe est tout à fait méritoire. On pourra en parler pendant des heures là, sur les vagues qu'elle s'est orchestrées lorsqu'elle récupère la balle avec un jeu pour sa troisième ligne. Plisson. C'est un match affreux, toujours pour les supporters. Bon, il ne jouait pas hier, mais qui d'habitude amène énormément. La West l'a parfaitement remplacé. Non, j'ai beaucoup aimé ce match. Très âpre. Comme j'adore. Raphaël, La Rochelle, leader du top 14, quand même si ça n'a pas été un grand match dans le jeu, la victoire était là et surtout La Rochelle est leader. Ils ont fait l'essentiel. Voilà. C'est tout ce que vous voulez dire sur ce match? Non, mais c'était... Vous avez travaillé sur ce match, Raphaël? Oui, j'ai travaillé sur ce match. J'ai eu plaisir à le regarder. Non, j'ai pas pris de plaisir, à part si, la bataille des rucks, mais il faut aimer. 9-6, c'est bien quand il pleut. Là, il faisait beau, il faisait peut-être frais, le ballon était un peu glissant, mais il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu que des coups de pied, des jeux d'occupation qui étaient souvent ratés, pas mal de maladresse. Le jeu s'est décanté dans les 20 dernières minutes où il y a eu un peu d'intensité, mais autrement, c'est vraiment ennuyé, franchement. Alors, ennuyé peut-être, mais La Rochelle, vainqueur, vous avez raison de le souligner, Jérôme, vainqueur du Racing 9-6. La Rochelle, nouveau leader du top 14 et qui recevra Brive, match intéressant, vendredi. Pour en terminer avec cette session de rattrapage, je voudrais qu'on parle. Le match, il a été décalé. Merci pour l'info, c'est samedi et avant. Donc La Rochelle-Brive, c'est samedi, match décalé, initialement prévu vendredi. Je voudrais qu'on termine ce chapitre top 14 par dire un mot de Bordeaux-Bègles, qui a longtemps été dans le bonus défensif au Stade Français, qui a perdu, emporté par le finish parisien 26-16. Défaite logique ou pas? C'est-à-dire que si Jalibert avait joué, ça aurait tout changé. Moi, vous connaissez le dicton aussi. Voilà. Il n'a pas joué. Est-ce que l'UBB n'est pas retombé dans ses travers un petit peu à l'extérieur? Non, moi je pense qu'ils ont été dominés par une bonne équipe du Stade Français, supérieure, avec des joueurs de haut niveau, dont, bien sûr, Sekou Bakalou, je pense qu'on va le voir en équipe de France la semaine prochaine. Ils ont perdu contre un peu meilleur qu'eux, c'est vrai. Et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de sélectionnés à l'UBB, quelques blessés. Donc je pense que cette équipe, en effet, a subi un score logique. Est-ce qu'on n'attendait pas mieux quand même après la victoire à Castres, où le match de Castres était globalement à peu près le même match qu'au Stade Français, sauf que l'adversaire était meilleur? Si je me souviens bien, Christophe Furios avait parlé de fin de cycle après le match de Castres. Est-ce que ça veut dire que c'est un nouveau cycle ou est-ce que c'était une transition avant la suite? Parce que ces matchs, finalement, n'étaient pas prévus dans ce calendrier. C'est un match bonus. La première journée, c'était. À mon avis, ils se sont plantés dans le plan de jeu. Ils pensaient que ça allait jouer beaucoup plus au Stade Français. Et finalement, ça a été des chandelles, ça a été du jeu de pied. Et les ailiers bordelais ont eu pas mal de difficultés. Ça veut dire que le Stade Français a cadenassé les Bordelais? On remerciera Joris Seconds qui a joué presque le 16e homme en manquant beaucoup de coups de pied placés. Mais alors, c'est son talent. Le dernier coup de pied qui amène l'essai de Haraté est génial. Ouais. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est ça qui fera toujours basculer un match, le talent des hommes. Est-ce que le Stade Français a bien bossé son petit UBB illustré, ou sa petite UBB illustrée en l'occurrence? Oui, parce qu'on on les attendait dans les couloirs notamment, avec Macalou, et finalement on ne l'a pas beaucoup vu. On les a vus ailleurs, dans l'axe. C'est là qu'ils les ont pris et c'est là où on a difficulté. On n'a peut-être pas les bons joueurs dans les rucks. C'est peut-être un peu ce qui manque cette année à l'UBB. Et à Montpellier, ça va piquer encore le week-end prochain pour l'UBB là.
Parce que Montpellier, c'est solide à la maison quand même, non? Montpellier, c'est solide à la maison, mais Montpellier manque de repères. Ils ont déjà 3 matchs de retard. Donc ils savent pas, ils ont une pression maximale quand ils vont jouer à domicile. Ils ont déjà perdu 4 fois à l'extérieur. Donc pour eux, ça peut être compliqué cette saison. Restons dans le top 14 pour évoquer le troisième thème, messieurs, de cette émission, pour parler de ces fameuses valeurs du rugby. Avec un peu d'ironie évidemment dans le titre. Jérôme Garcès, je le disais tout à l'heure, le patron béarnais de l'arbitrage français, critique l'ambiance qui règne autour des terrains. Alors sur le terrain, voilà, ça a toujours un peu existé, mais autour. Alors il vise les joueurs qui sont en tribune, ceux qui ne jouent pas, ou ceux qui sont sur la feuille de match ou pas. Est-ce que vous pensez que l'ambiance a changé, ou c'est à cause du huis clos qu'on entend tout? Mais moi je suis un peu surpris par ce qu'il dit, parce qu'autant je suis un adversaire. Il dit le plus gênant, c'est ce qu'on entend dans les tribunes. J'ai du mal parce que il y a toujours eu des insanités dites en tribune. Moi, mais c'est souvent les spectateurs qui disent. Alors oui, mais moi au contraire, moi ça me fait plaisir de voir des joueurs professionnels dont on dit parfois qu'ils ont perdu ces soi-disant valeurs, et moi je les vois dans les tribunes encourager leurs coéquipiers, vraiment vibrer sincèrement. Ben, moi ça me fait plaisir ça. Alors, ce que je n'aime pas, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est pas exactement ce qui relève, Jérôme Garcès. C'est plutôt le côté un peu nauséabond des critiques, on conteste l'arbitrage, les décisions. C'était dans votre hebdomadaire. Mais ça a toujours existé. Non, mais ça a toujours existé que les gens qui supportent une équipe se rebellent. Ça a toujours existé. Non, ce que j'aime pas, c'est les mauvaises paroles sur le terrain des joueurs qui jouent, les provocations. Je trouve que ce ne sont pas des attitudes de gentleman. Ça, oui, je condamne. Après, voir des joueurs remplaçants qui ne sont pas sur la feuille de match encourager leurs joueurs, mais moi je trouve que c'est une belle image au contraire. Mais je ne pense pas que ça soit ça qui reproche, Jérôme Garcès, les encouragements. C'est plutôt les critiques que vous disiez, les propos un peu nauséabonds. Oui, mais je pense qu'il fait un mix de tout, avec aussi le chambrage qu'il y a eu de Jalibert, mais dans tous les matchs, il y a du chambrage entre joueurs. On l'a encore vu hier à La Rochelle. Qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? Est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que c'est un épiphénomène? Ça a toujours existé. Parce qu'on essaie de faire disjoncter l'adversaire. Non, puis il y a des choses qui sont laides, en effet. Moi, je n'aime pas ces paroles déplacées, ces gestes déplacés. Qu'on n'entend pas d'habitude à cause du public, ou grâce au public. Vous ne savez pas en quel côté on se place. Je répète, moi j'ai beaucoup aimé voir les joueurs castrés qui ne jouaient pas, qui étaient devant notre tribune de presse, encourager, se lever contre l'UBB. Moi, au contraire, je trouvais que c'était un vrai altruisme. On voit les matchs autrement, Raphaël Péry, depuis qu'il y a du huis clos ou pas? On entend tout en tout cas. Et ça change pas mal les combinaisons. Donc les équipes adverses maintenant peuvent savoir les combinaisons des équipes, tout ça. Pour avoir fait quelques matchs déjà devant mon ordinateur sur les matchs à huis clos, on s'ennuie quand même. C'est très très long. Franchement, s'il n'y a pas de rythme, si c'est des purges comme ce week-end, ça devient vraiment très très long. Est-ce que ça change l'arbitrage? Parce que pour revenir à notre thème de l'arbitrage, est-ce que ça change l'arbitrage le fait de jouer à huis clos ou pas? Mais non, les arbitres passent leur temps à nous dire que ce soit à l'extérieur ou à domicile, c'est pareil. Alors maintenant, parce que ce sera à huis clos, ça chamboulerait tout? Non. Pour moi, les arbitres doivent arbitrer et arbitrent de la même façon. Non. Une remarque sur l'arbitrage, hier, lors de La Rochelle contre le Racing, on a vu l'intervention de l'arbitre vidéo avec la discussion filmée. Ça peut donner aussi des idées aux cousins du football. Ça serait pas mal. Oui, alors ça, oui, parce qu'au rugby, contrairement au foot, les arbitres regardent sur l'écran géant la décision instantanée, alors qu'au foot, on lui parle dans l'oreillette, il y a l'arbitrage vidéo, ça dure 2h15, et après la décision. Donc, pour conclure sur ce thème, les critiques de Jérôme Garcès sont un peu exagérées? Moi, je n'étais pas complètement d'accord, mais il a une fonction qui n'est pas la mienne. Mais non, moi, je trouve que c'est ce qui se passe sur le terrain que je condamne. Voilà, oui, je n'aime pas ça. Ce n'est pas une attitude de gentleman. Excessif, donc? Il a été obligé de réagir par rapport à l'affaire Castagnette, enfin de l'arbitre Castagnette du match Castres-UBB, avec la sortie de Combezou qui avait été... voilà. Oui, propos de Combezou, avec lesquels je ne suis pas vraiment d'accord. Le joueur Castré, qu'on avait été entubé, entre guillemets. Oui, alors le terme est laid et je ne suis pas d'accord. Autant on peut condamner Mathieu Jalibert qui a un geste inapproprié, autant ce que dit M. Combezou, moi je suis pas d'accord. La déception non, sur le match. Voilà. Non? Qu'en pensez-vous? C'est la déception sur le match, Raphaël, non? Oui, c'est à chaud. C'est à chaud, il est énervé, il a perdu, il perd à la maison. Il a la sensation que l'arbitrage n'a pas été dans son sens. C'est vieux comme le sport, non? Ouais. C'était contre son ancien manager en plus. Donc, voilà. Christophe Furios, ils n'ont pas aimé. Bon, débat de l'arbitrage clos pour ce soir. Hein. Évidemment, il y aura d'autres matchs, d'autres polémiques, parce que le rugby a tendance un petit peu à devenir et à ressembler à son cousin, à son frère ennemi du ballon rond, de plus en plus, et on n'est pas obligé d'apprécier ceci. Dernier thème du soir, la Pro D2, parce qu'on a joué en Pro D2 ce week-end. Alors, Mont-de-Marsan, qui est un peu comme Montpellier, hein, qui joue un match tous les 4 week-ends, a été battu largement à Aurillac, 32-11. Et Biarritz, vainqueur, difficile, petit vainqueur, 15-6. Je sais, Jérôme commence déjà à me regarder. Face à Soyaux-Angoulême, la première question est pour vous. Jérôme, contrat rempli pour le BO, vous avez vu? Contrat rempli, mais moi... L'essentiel est sauf. Ouais, et finalement, là, Angoulême a bien résisté.
porté par l'enthousiasme de son manager Vincent Etcheto, à qui on n'a pas fait un très beau cadeau, bien sûr. Il s'embarque dans un club qui avait mal démarré, il n'a peut-être pas un matériel extraordinaire à sa disposition, mais j'aime beaucoup ce manager, la passion qu'il transmet, et il donne toujours l'impression d'apprécier être là. Donc j'espère qu'il va continuer à résister comme il l'a fait au gros bras de ce championnat. Vous avez commencé à parler de Vincent Etcheto, on va enchaîner. Raphaël, là-dessus, on parle de Biarritz après. C'est le challenge, il est impossible pour Vincent Etcheto de sauver Angoulême, soyons Angoulême. Ça dépend, il faut les amener à Fort Boyard peut-être, parce qu'il a parlé de Koh-Lanta après le match. Je ne sais pas, il peut amener l'état d'esprit, et est-ce que ça peut suffire pour doubler 2 équipes? Parce que finalement, en terminant 14e, on se maintient en Pro D2. Donc son challenge est là, c'est gagner 2 places, tout simplement. Est-ce qu'il a les armes pour le faire? A priori, il y a Boutati qui est arrivé. Il essaye de voir si Taleboula peut rejouer au rugby. Il pourrait l'apporter s'il arrive même à 70%. Maître, il devrait pouvoir apporter sa pierre à l'édifice au niveau d'Angoulême. Est-ce que ça peut suffire? Là est la question. Est-ce qu'il peut adapter sa philosophie de jeu dans un club où les moyens humains sur le terrain ne sont pas ceux qu'il a connus à Bègles ou à Bayonne? Lui-même a reconnu directement qu'il est obligé de penser d'abord aux résultats. Et qu'évidemment, les offensives léchées qu'il adore, il essaiera d'y penser dans un second temps. Je crois qu'il l'a dit directement. Est-ce que c'est la facette de Vincent Etcheto que l'on connaît moins, ça? Priorité au résultat, même s'il a toujours accordé la priorité au résultat, mais d'abord le résultat et la manière, on la laisse un peu de côté. Là, il est obligé, sinon il repart en fédéral. Et je voudrais faire une petite similitude avec Régisson aussi, qui reprend Agen, qui est dernier, qui va avoir du mal aussi à se maintenir. Voilà, c'est 2 challenges pour les 2, ex de l'UBB, et on va voir si les 2 vont s'en sortir en tant que numéro 1. Et peut-être déjà dans la construction de l'après ou pas? On dit toujours, vous savez, c'est un état. En 14 peut-être, à Agen, on est toujours. Par contre, maintenant avec la nouvelle division, la 3e division intermédiaire, ça reste encore un peu professionnel. Mais s'il était vraiment descendu en fédéral, là, Angoulême pouvait mettre une croix peut-être. Bon, on souhaite en tout cas plein de bonnes choses à Vincent Etcheto pour sauver Soyaux Angoulême en Pro D2. Équipe qui est actuellement dernière du classement et qui recevra Valence ce week-end. Biarritz, vainqueur. Biarritz, donc 15-6, ça fait l'essentiel, en étant solide, en n'étant pas très flamboyant dans le jeu. Mais Biarritz assuré. Oui, moi j'espère qu'ils vont monter, oui. Moi j'apprécie leur style de jeu. Bon, c'est pas toujours. Apparemment, j'entends dire que ça ne correspond pas au soi-disant canon de beauté. Mais la Pro D2, c'est comme ça, non, quand même, non? Oui, paraît-il. Ça dépend des équipes. Ouais, moi je me régale devant Colomiers, moi je me régale. Devant Vannes, je me régale. Là, Biarritz, c'est un peu la Sailly dépendance. Si Sailly n'est pas du tout dans son assiette, Biarritz a beaucoup de mal. Mais ils ont su gagner ce match-là quand même, malgré la résistance de la défense. Moi, je trouve qu'ils font plutôt un bon championnat. Ils sont fait surprendre par Vannes à domicile, mais ça peut arriver. Non, moi je pense qu'ils seront dans les phases finales. Je les vois 3e, moi. 3e à la fin du championnat. 3e? Ouais. D'accord. On est le 23 novembre. Je vais vous le signer, ça, Jérôme. Biarritz qui jouera à Aix-en-Provence ou à Provence Rugby jeudi soir. Candidat et adversaire déclaré à ses phases finales, Raphaël. C'est un avant-goût de ces phases finales dont parlait Jérôme du printemps ou pas là? La saison est encore longue. Oui, je sais, mais comme il y a un match tous les mois à peu près, ça va pas pour Biarritz. Est-ce que c'est déjà un moyen de donner rendez-vous psychologiquement, de marquer un peu son adversaire ou pas? S'il joue une fois tous les mois, on y est en novembre l'année prochaine. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Je ne sais pas du tout. Franchement, c'est très très serré. Et en plus, avec cette formule, on ne sait pas qui. Il y a 5 équipes qui peuvent monter, donc il faut être placé à la fin. C'est à la fin, l'état de fraîcheur, l'état de forme, c'est à la fin. On n'avait pas vu Vannes aussi bon, il faut le reconnaître, dans nos pronostics. Est-ce qu'ils ne sont pas trop près? Voilà, ça vient chambouler un peu ce à quoi on pensait. Il y a toute la litanie des matchs en retard qui va perturber absolument. Donc c'est assez, pour l'instant, assez illisible. Mais c'est un bon test quand même pour Biarritz, là? Oui, ça monte. De toute façon, tous les matchs, c'est que des tests. Avec Aix-en-Provence qui fait pour l'instant un bon championnat. Oui. Biarritz avait réussi la semaine dernière à gagner à Aurillac. Donc déjà, c'était un test parce que c'est jamais évident d'aller gagner là-bas. Oui, effectivement, Provence peut être un bon test aussi pour le BO. Le BO qui mérite sur le terrain de remonter en top 14. On parlera de terrain juste pour terminer. Juste sur le terrain, il le mériteront. Oui, il le mérite sur le terrain. Oui, de toute façon, moi j'aime les derbies, j'aime les bastions historiques, j'aime pas trop les gens qui demandent toujours des fusions. Non, moi j'aime les clubs qui ont une identité et ce serait formidable. C'est un cadeau pour finir l'émission. De voir 2 clubs voisins jouer dans l'élite, c'est formidable. Bayonne, Biarritz, on l'espère pour la saison prochaine, la saison 2021. Vous vous rendez compte, vous vous souvenez quand on avait vu 2022. Dax Mont-de-Marsan en 63 en finale, on y était. Excusez-moi, je n'étais pas né, je suis désolé. 9-6. Messieurs, c'est bientôt la fin de ce petit pilier. Merci pour vos analyses et vos commentaires. Jérôme Prévost du Midi Olympique, merci. Raphaël Perry de l'agence France Presse à Bordeaux, spécialiste entre autres du rugby. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi prochain, même endroit, 19h30, même heure. Belle soirée à toutes et à tous sur Noir. Ciao, ciao.